L'humanité a toujours été confrontée à des crises, elle a dû faire face à des pandémies. La crise du Covid que nous traversons actuellement n'est de loin pas la première crise auquel nous sommes confrontés et c'est sans aucun doute pas la dernière que nous devrons affronter. Alors, quel a été l'impact sur la société de ces précédentes pandémies? Comment est-ce que ces pandémies ont véritablement transformé, ont véritablement façonné notre société? Qu'est-ce que le Covid peut changer? Qu'est-ce que le Covid peut nous apporter? Eh bien, c'est ce que je m'apprête à vous partager dans cet épisode de Réussir sa vie, le podcast du développement personnel et professionnel, où chaque semaine, je vous partage des informations, des interviews, des pistes, des outils qui bousculent les idées reçues et qui favorisent le changement. Je m'appelle Christophe Baïs, je suis bonheurologue, coach de vie, formateur et j'accompagne les personnes en quête de sens ou de changement à se reconnecter à ce qui les anime, à ce qui les fait vibrer, pour reprendre le pouvoir sur leur existence et vivre une vie épanouissante qui leur ressemble vraiment. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble important de venir recadrer un petit peu le contexte, de revenir sur ce terme de crise pour qu'on parle effectivement des mêmes choses. Qu'est-ce qu'une crise? Et finalement, c'est assez intéressant de constater que suivant la langue que vous parlez, le terme de crise n'a pas la même signification. Si on prend sous nos latitudes, le mot crise a plutôt une connotation négative, péjorative. C'est quelque chose de pas très cool qui est en train de se produire quand il y a une crise qui se produit. Alors que si vous prenez dans d'autres langues ou d'autres cultures, comme la Grèce ou la Chine, par exemple, le terme de crise va avoir deux significations différentes. Un premier mot qui veut dire c'est un risque, comme chez nous, ou ça peut être également une opportunité. Et je trouve cette façon de voir la chose assez intéressante, parce que c'est comme de voir le verre un petit peu à moitié vide ou à moitié plein. Finalement, c'est toujours une décision. On a le choix de décider de quelle est la signification qu'on veut donner à ce qui est en train de nous arriver, à ce à quoi on est confronté. Et on peut effectivement voir la chose soit de manière positive, soit de manière négative. Et même si derrière le fait qu'une crise, en général, il y a un risque qui s'est matérialisé, qu'il va falloir faire face à quelque chose, qu'il va y avoir sans doute des dommages collatéraux de quelque nature qu'il soit du reste, mais ça représente chaque fois également une opportunité. Ça va laisser de la place pour quelque chose d'autre, pour quelque chose de neuf, comme une sorte de renaissance en quelque sorte, faire un peu d'espace pour que quelque chose de nouveau puisse émerger de ça, et puis pouvoir partir dans une direction qui est différente, un petit peu à l'image d'un incendie de forêt. Quand vous voyez comment la nature répond finalement à un incendie de forêt où sitôt après l'incendie, la nature reprend ses droits pleinement, il y a plein de jeunes pousses qui vont commencer à repartir, enfin quelque chose comme ça d'exceptionnel, ou même un arbre mort dans une clairière, sitôt que l'arbre est tombé, ça laisse plus d'espace, plus de lumière pour qu'il y ait plein de nouvelles pousses, nouvelles choses qui puissent émerger de cette chose-là. Et finalement, c'est un petit peu le cycle de la vie, j'ai envie de dire, puisque rien n'est jamais définitif, rien n'est jamais inéluctable, et à quelque chose, malheur est bon, et si on remonte sur les différentes pandémies que l'humanité a connues, et qu'on remonte en 1348 par exemple, 1348, c'est la date où la peste noire est apparue, cette peste noire qui a véritablement dévasté la population mondiale, et par population mondiale, en 1348, souvenez-vous que l'Amérique n'avait pas encore été découverte, donc la population mondiale était en fait composé d'Asiatiques et d'Européens. Et même si on ne possède pas les chiffres exacts de la mortalité due à la peste noire, il existe un large consensus à ce propos, et les historiens estiment que 30 à 50% de la population de l'époque est morte de la peste noire. Alors ça, évidemment, c'était pour la mauvaise nouvelle, c'est le côté négatif du risque qui s'est matérialisé. Mais si on regarde les choses sous un angle différent, qu'est-ce que la matérialisation de ce risque a laissé comme opportunité, a créé comme place pour la société? On s'aperçoit que le côté positif de cette pandémie a conduit finalement à la fin du servage. Alors, le servage, si vous vous souvenez qu'à l'époque, les terres étaient la possession des seigneurs, des nobles, des bourgeois, qui possédaient tous les terrains, qui possédaient en fait le mobilier urbain. Mais cette classe dirigeante possédait non seulement ce mobilier urbain, mais également le mobilier humain qui s'y trouvait, puisque les serfs, les esclaves, en quelque sorte, étaient attachés à la terre sur laquelle ils habitaient, et qu'en conséquence, ils étaient contraints de travailler au profit de cette caste dirigeante.
Donc à la fin de la peste noire, comme l'épidémie avait dévasté la population de l'époque, que 30 à 50% de la population avait disparu, eh bien il n'y avait plus assez de personnes pour travailler les terres, et cela a signifié véritablement le début du salariat, puisque les nobles et les riches ont été contraints de débaucher du personnel, de trouver des bras, de trouver des gens pour venir travailler leur domaine, et eh bien ils ont dû proposer des salaires à ces gens pour les attirer chez eux pour qu'ils viennent travailler leur domaine. Et c'est véritablement ça, donc cette peste noire qui a mis fin au servage qui existait à l'époque et qui a permis finalement le début du salariat tel qu'on le connaît aujourd'hui. Plus proche de nous, on peut parler également de la grippe espagnole en 1918. La grippe espagnole qui, soit dit en passant, n'a d'espagnol que de nom, puisque on sait que la grippe espagnole nous est venue des Chinois, enfin de Chine et des États-Unis en fait, puisqu'elle a été propagée par les soldats de l'époque qui rentraient au pays. Et la grippe espagnole a véritablement été une hécatombe, également sur un plan mondial cette fois-ci, puisque même si, de nouveau, et du reste c'est étrange, qu'aucune statistique précise n'ait été dressée, mais les historiens, de nouveau, font preuve d'un large consensus et estiment qu'entre 20 et 100 millions de victimes de par le monde ont péri de cette grippe espagnole. Et ça a été véritablement un choc dans tous les pays. La facture en termes humains de victimes représente encore une fois ce côté négatif du risque qui s'est matérialisé de cette pandémie. Et un lourd tribut a été payé par les populations. La grippe espagnole a en effet dévasté des familles entières, a dévasté des villages, des villes. Donc ça a véritablement laissé des marques. Mais une fois encore, si on regarde, on se place sous un angle différent par rapport à cette pandémie et à cette catastrophe, j'ai envie de dire, on se rend compte que le côté positif de la pandémie, ça aura été de générer une autre opportunité, puisque c'est grâce à cette grippe espagnole que notre système de santé a été créé et développé tel qu'on le connaît aujourd'hui, puisque tous les pays ont soudainement pris conscience de ce risque pandémique qui s'est globalisé, qu'il faudrait bien lui apporter une réponse. Et donc, on a développé les systèmes hospitaliers, les réseaux de soins et de santé tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et ça a notamment permis de favoriser une avancée majeure en termes de médecine et de science. Alors, si on en vient aujourd'hui avec ce coronavirus, on constate qu'une fois de plus, c'est une nouvelle pandémie. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous explique. Et il y a un risque qui se matérialise, notamment en termes économiques cette fois-ci, puisqu'on a arrêté complètement l'activité pratiquement de la terre entière. Il y a bien entendu, disons que des dommages collatéraux en termes humains, bien que toute proportion gardée, on soit très 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 loin en fait des pandémies dont je viens de parler, qui étaient la grippe espagnole et la peste noire. Donc là, on n'est même pas en fait au niveau du taux de mortalité d'une grippe. On est en dessous de ça. On est largement en dessous des morts du cancer, des morts de maladies respiratoires dues à la pollution, au tabagisme. Donc on est vraiment toute proportion gardée. Donc on a complètement arrêté en fait l'économie. On a porté peut-être un coup fatal à cette économie, puisque aujourd'hui, il y a des pans entiers de l'économie qui sont menacés, où on a serré les dents le plus longtemps possible pour essayer de voir que ça se relance. Mais disons que quand l'offre et la demande sont en même temps subissent une attaque, on va dire, c'est très difficile après de pouvoir remonter la pendule, remonter le ressort pour faire en sorte que cette économie reparte. Mais disons que, effectivement, le risque majeur aujourd'hui, c'est que cette économie mondiale qui est à l'arrêt va sans aucun doute avoir des impacts sur nos vies, et que l'opportunité, on ne la connaît pas encore, mais qu'il consiste précisément peut-être à la construire aujourd'hui. Et peut-être qu'une bonne façon de le faire, c'est de se poser la question de comment est-ce que je vis ma vie et est-ce que je suis satisfait? Est-ce que je suis aligné avec la personne que je suis? Est-ce que je suis satisfait de la société actuelle? Est-ce qu'on peut continuer sur ce modèle capitaliste débridé quand on voit l'impact finalement sur notre écosystème, sur le réchauffement climatique, sur l'acidification des océans, sur la pollution qui est omniprésente, pollution de l'air, pollution des eaux, pollution des sols, la disparition de la biodiversité? On est dans la 6e extinction massive de biodiversité, c'est absolument phénoménal. Et parallèlement, on constate qu'avec
l'avènement ou l'arrivée de l'intelligence artificielle, eh bien, on a de plus en plus de personnes qui sont laissées pour compte dans leur métier, des gens qui sont débarqués soit parce qu'ils sont trop vieux, parce qu'ils coûtent trop cher, ou parce qu'ils sont plus adaptés, ou simplement parce qu'on préfère délocaliser à l'étranger. Hein. C'est une des choses qu'on constate aujourd'hui avec cette pandémie du Covid, c'est que toutes ces choses qui ont été délocalisées finalement en Chine, et qu'aujourd'hui, eh bien, cette globalisation met en péril finalement tout un système, puisque lorsque un pays ne peut plus fonctionner correctement, tous les autres pays vont être impactés. Et cette question des délocalisations, faire toujours plus vite, toujours moins cher, est sans aucun doute une hérésie. Et c'est précisément peut-être que l'opportunité que nous amène ce Covid, et peut-être de susciter une prise de conscience globale que finalement tout ce système est devenu fou, qui s'est emballé, que contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, la croissance n'est pas exponentielle à l'infini. Je pense que n'importe quel débile de 10 ans est en mesure de comprendre que dès lors qu'on est sur une planète, on est dans un environnement fini, que les ressources ne sont pas infinies non plus, et que bien entendu on est aujourd'hui nombreux à vivre sur ce petit bout de caillou, et que il convient d'avoir peut-être de partager un petit peu plus et de faire en sorte qu'il n'y ait pas seulement quelques personnes qui possèdent des pans entiers de l'économie, qui soient multimilliardaires, quand d'autres n'ont finalement qu'1 $ par jour pour pouvoir manger. Donc je pense qu'il y a effectivement une question à se poser par rapport à ça, et de se dire, OK, on constate qu'il y a un réchauffement climatique, que les ressources en eau sont en train de s'épuiser, en pétrole également. Tout le système est basé actuellement sur le pétrole qu'on gaspille finalement avec du plastique qu'on jette dans les océans. On fait comme si en fait, tout cela pouvait durer jusqu'à l'infini. Alors que je pense qu'on comprend aujourd'hui que chacun d'entre nous est en mesure de comprendre que on a atteint certaines limites, que peut-être l'opportunité de ce Covid, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Est-ce que je ne pourrais pas faire les choses différemment? Qu'est-ce qui, au fond de moi, me fait vibrer, m'anime? Et peut-être que c'est le moment peut-être d'incarner le changement que j'ai envie de voir sur cette planète. Alors moi, c'est un travail que j'ai fait depuis des années, un travail d'introspection, de me dire, OK, j'avais cette envie de faire quelque chose qui permette de contribuer au bien-être de la société. Hein. C'est toute l'idée de ce métier de bonneurologue, de coach que j'entreprends, et où j'accompagne finalement des personnes à retrouver cet équilibre, à retrouver disons que c'est cette aspiration, venir redonner vie à leurs envies, et retrouver finalement comment faire ou quoi faire pour pouvoir finalement se réaliser pleinement, s'épanouir dans sa vie. Et je pense qu'une des vraies questions à se poser par rapport à ce Covid, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire à l'avenir? Comment est-ce que je peux contribuer à faire de ce monde un monde meilleur, un meilleur endroit pour vivre? Comment est-ce que je me sentirais si je continue sans rien changer, et que je continue à faire ce que je fais pendant 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Où est-ce que j'en serai à ce moment-là? Je pense que c'est une vraie question, et je pense qu'il vaut mieux se poser ces questions tôt que tard. Alors, une autre question peut-être à se poser, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme héritage à mes enfants ou aux générations futures? Est-ce que finalement, il n'est pas temps de remettre un petit peu de sens dans tout ça? Et je me dis que peut-être qu'en consommant moins, mais en consommant mieux, on arriverait sans doute à mieux vivre ensemble, ralentir un petit peu les choses pour pouvoir vivre différemment, parce que le temps, ça n'est pas quelque chose qu'on a, mais c'est quelque chose qu'on prend. Alors, je peux vous dire, vous citez mon exemple personnel pour avoir quitté depuis 4 ans maintenant le monde du salariat, et aujourd'hui, effectivement, je suis mon propre patron, donc personne ne me dit ce que je dois faire ou comment je dois le faire, donc ça, c'est le côté agréable, même si je pense que je travaille beaucoup plus aujourd'hui que ce que je travaillais à l'époque comme salarié, mais la grande différence, c'est que je travaille dans quelque chose qui m'anime, qui me fait vibrer, qui me motive, où d'un coup, j'ai cette satisfaction de pouvoir contribuer à faire quelque chose de positif pour cette société. Et quand je vois un petit peu les gens courir dans la rue ou au magasin à faire leur commission, je me demande souvent, mais finalement, est-ce qu'au moins ces gens qui courent, tous ces gens qui courent, savent après quoi ils courent? Parce que finalement, on va tous dans la même direction. J'ai envie de dire, cette direction du trou qui nous tend les bras. Et on arrivera tous en même temps au 31 décembre. Donc je pense que l'idée, c'est quand même d'habiter le mieux possible sa vie, d'avoir des relations aux autres qui ne sont pas conflictuelles, qui sont enrichissantes. Et ça, c'est véritablement quelque chose qu'aujourd'hui, c'est peut-être le bon moment pour changer tout ça.
J'ai lu dans un article récemment que 42% de la population aspirait à un changement de société, à faire quelque chose qui soit plus humain, qui ait plus de sens. Je pense que c'est une véritable idée. Alors, en énonçant ça, peut-être que parmi vous, il y en a qui se disent ouais, bon, il est cinglé, il est tombé sur la tête, il raconte n'importe quoi, mais ça nous amène à un sujet qui est tout à fait intéressant, c'est celui de la loi de Schopenhauer, que vous connaissez peut-être. Cette loi de Schopenhauer qui tient son nom de ce philosophe allemand du XVIIIe siècle, je crois, qui a donné son nom à cette loi, et qui a mis en fait en lumière le fait que toute idée révolutionnaire a systématiquement connu trois stades. D'abord, le premier stade, c'est celui du ridicule, et puis ensuite le deuxième, celui du dangereux, et le troisième, celui de l'évident. Et pour vous expliquer un peu comment tout ça marche, dans le premier stade, on a une idée comme ça qui émerge, une idée nouvelle, comme celle que je viens de mentionner. Peut-être que ce Covid, c'est l'occasion de venir se réinventer, de venir trouver un modèle différent de fonctionnement de société et peut-être de faire des choses qui nous animent, de retrouver un petit peu d'humanité, de redonner du sens à tout ça. Et comme toute idée nouvelle, elle bouscule un petit peu nos certitudes, nos habitudes, et forcément, elle fait un petit peu peur. Alors, on va d'abord la trouver ridicule. On va se dire, mais il rêve en couleur, il est complètement, c'est ridicule, à la limite du débile peut-être. On peut même avoir ce genre d'idée. Et l'idée, finalement, circule un petit peu, elle prend corps comme ça dans la société, puis il y a plusieurs personnes qui se posent ces mêmes questions, qui partagent l'idée, puis finalement, l'idée se cristallise un petit peu, puis quand ça commence à remettre en cause des intérêts économiques ou des intérêts partisans, qu'elle vient remettre en cause l'ordre établi, alors les gens vont avoir tendance à la considérer comme dangereuse. Et dans cette deuxième étape, il va s'agir d'ostraciser les gens qui véhiculent cette idée, de dire attention, ces gens sont dangereux pour la société. On va notamment les traiter de complotistes, par exemple. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les gens qui osent, qui ont l'outrecuidance de remettre ou de poser simplement des questions par rapport à la façon dont est gérée cette pandémie du Covid, par rapport aux mesures qui nous sont imposées, notamment celle du port du masque, notamment celle de ces tests PCR et du nombre de cycles qu'on fait pour pouvoir mettre en exergue finalement les personnes qui sont atteintes. Pour la petite histoire et pour reprendre les propos du professeur Raoult, à partir de 30, au-delà de 30 cycles de PCR, puisque le test PCR consiste finalement à faire un agrandissement du matériel génétique qui a été prélevé chez la personne, voir combien il y a de doses de virus. On va l'agrandir, donc 30 fois, jusqu'à 30 fois, c'est quelque chose sur lequel on peut se fonder. Et puis au-delà de 30 fois, d'après Dixit, le professeur Raoult, il n'y a plus que de l'eau dans ces prélèvements. Et ça n'a plus aucun sens de faire plus que ça, puisqu'on va retrouver des souches ou des cellules, des microcellules de virus qui sont morts et qui ne sont même plus contaminantes. Donc, sachez qu'en Suisse, on a 40 cycles, donc on est 10 fois au-delà de ce que préconise le professeur Raoult. En France, c'est 45 fois, donc c'est encore plus grand. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va trouver plein de personnes où on va les déclarer comme positives au Covid, alors même que finalement, comme le dit le professeur Raoult, il n'y a plus que de l'eau et que ça n'a plus aucun sens, ça n'a plus aucune signification et que ces personnes ne sont même pas contaminantes ou n'ont peut-être même pas été contaminées. D'accord ? Enfin bref, cela pour dire que voilà, après on va traiter les gens de complotistes. Quand on ne peut pas détruire le message, on va détruire le messager, on va tenter de les ostraciser, de les mettre de côté, de dire qu'ils sont dangereux. On va notamment utiliser tous les stratagèmes. On va les associer en disant tiens, toutes les personnes qui sont contre la vaccination, qui sont contre la façon dont l'État est en train de gérer cette crise, les masques, pas les masques, hier c'était pas obligatoire, aujourd'hui c'est la médecine, on vient critiquer ça alors que ce sont des complotistes. Donc ils pensent également que la Terre est plate. Enfin, on va tout mettre dans un même panier, ce qui va permettre finalement aux gens de discréditer toutes ces thèses et puis de ne pas avoir à en discuter. Comme ça, il n'y a pas de débat sur la place publique. Et puis de toute façon, ces gens sont fous et ils sont dangereux, donc il faut faire attention. Donc ça, c'est la deuxième étape, celle du dangereux. Et puis dans le troisième stade, quand l'idée finalement s'est un petit peu cristallisée, qu'on n'a pas réussi à détruire le message, que les gens ont commencé à y réfléchir et puis à se dire finalement c'est peut-être une idée qui n'est pas si mauvaise que ça, la chose alors devient évidente et puis elle finit par être adoptée par tout un chacun et
et c'est fou de constater cette loi de Schopenhauer qui est toujours d'actualité. Et les exemples de révolutions qui ont eu lieu dans notre histoire sont multiples. On a eu un nombre de révolutions incalculables qui sont passées par ces trois stades. On peut notamment citer le cas de Copernic à l'époque, de l'héliocentrisme. Copernic qui avait eu l'outrecuidance de dire que ça n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Cette idée du soleil qui tournait autour de la Terre était défendue par le clergé de l'époque, par l'Église. Et dans un premier temps, on avait dit à Copernic, écoute, je pense qu'il faut que tu fermes ton clapet parce que ça ne va pas trop le faire. Il avait été défendu par Galilée à l'époque. Et puis Galilée, qui était complètement acquis à cette cause, a été ostracisé par le clergé qui défendait cette posture, qui s'est senti mis en danger par le simple fait que quelques mortels aient l'outrecuidance, une fois encore, de remettre les dogmes de l'époque en question. Donc, il a été condamné pour hérésie par l'Église de l'époque. D'abord, jeté en prison, et puis cette peine de prison a été commuée en résidence à vie, simplement parce que Galilée avait eu l'insolence de défendre une idée qui aujourd'hui est devenue complètement évidente et que personne ne repenserait plus à remettre en question. Et comme je le disais, les exemples sont foison. On peut prendre l'exemple de la fin de l'esclavagisme aux États-Unis. D'abord, ça a été considéré comme ridicule, puis comme dangereux, puis finalement comme évident. L'apartheid, c'est la même chose, ridicule, dangereux, évident. Même chose pour le vote des femmes aujourd'hui, où si vous êtes une femme ou même un homme, vous pouvez considérer que c'est parfaitement évident que les femmes aient le droit de voter. Rassurez-vous, en 1944, avant 1944, les femmes n'avaient pas le droit de vote en France, malgré le fait que les femmes pouvaient déjà voter en 1906 en Finlande, en Allemagne et en Pologne en 1918. Le droit de vote a été accordé aux femmes en 1920 aux États-Unis, en République tchèque. 1928, c'est l'Angleterre. 1931 pour l'Espagne. Et effectivement, à la base, les Français pensaient que les femmes n'avaient pas le droit à la parole et les femmes ont dû se battre, s'organiser, ce qu'on appelle les suffragettes. Elles ont commencé à demander le droit d'avoir le droit à la parole. Et puis finalement, en 1944, on leur a accordé ce droit de vote. En Suisse, ça n'a pas été mieux puisque ce droit de vote remonte à 1971. Pourquoi une telle différence entre la Suisse et la France puisque nous sommes finalement de culture assez similaire? Bien simplement parce que la Suisse est une démocratie directe, que dans une démocratie directe, on pose la question au peuple et qu'à l'époque, les gens qui votaient, c'était les hommes. Et qu'il a consisté pour les femmes suisses à convaincre la moitié des hommes, plus un, qu'effectivement, elles avaient le droit de vote. Et ce combat a quand même pris près de 30 ans pour pouvoir finalement voir le jour et que les Suissesses aient également le droit de voter. Simplement pour dire qu'aujourd'hui, toutes ces idées qui nous paraissent complètement évidentes, à la base, ont été considérées comme ridicules, puis comme dangereuses, et puis finalement comme évidentes. Et est-ce que la réflexion que j'ai par rapport à ces pandémies, à cette pandémie du Covid, c'est que peut-être qu'effectivement, on a une opportunité aujourd'hui de pouvoir transformer cette société en davantage d'humanisme, davantage de partage, davantage de sens, davantage de respect entre les uns et les autres, mais notamment de la nature, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a de grands défis, d'énormes défis que nous avons à relever et qu'il va falloir les relever ensemble ou bien périr ensemble parce que il en va finalement de la survie de l'humanité. Et j'ai envie de terminer cette petite capsule, si vous voulez, par cette métaphore qui est racontée par Pierre Rabhi, cette histoire du petit colibri, où on est en Afrique, il y a un feu de savane un monstrueux feu de savane qui s'est déclenché, et puis tous les animaux de la savane sont en train de s'enfuir de l'incendie pour essayer de sauver leur vie. Et puis on a un petit colibri qui vole en direction de la mer, qui va vite chercher 2 gouttes qu'il met dans son bec et qui retourne en direction de l'incendie pour jeter ses petites gouttes. Et il fait plusieurs fois ce trajet-là. Et tous les animaux de la savane, bien entendu, rigolent en disant « Ah, mais petit colibri, t'es ridicule, tu crois qu'avec tes 2 gouttes d'eau, effectivement, tu vas pouvoir éteindre l'incendie ?» Et le colibri dit « Non, je sais, j'ai bien conscience qu'avec mes petites gouttes, je ne vais pas pouvoir éteindre l'incendie, mais en tout cas, j'aurais fait ce que je peux à mon niveau. » Et je pense qu'effectivement, on a de vrais défis à faire face. Donc, il va falloir de se relever de
de cette pandémie, en tout cas des dommages collatéraux que cela a généré en termes économiques. Et puis peut-être que une bonne façon de le faire, c'est de se réinventer sur un plan professionnel, se demander qu'est-ce que je peux faire pour la collectivité, pour la communauté, comment est-ce que je peux contribuer à cette société, et puis venir inventer son job ou venir faire quelque chose qui nous anime vraiment, qui ait véritablement du sens, et pas être simplement orienté sur money oriented, comme disent les anglo-saxons, orienté sur l'argent. Alors voilà, c'est la réflexion du jour. J'espère que ça a suscité chez vous un questionnement, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner soit à cette chaîne YouTube, soit à mon podcast pour être informé de mes prochains contenus. Vous pouvez réagir à ce que je viens de dire en laissant un commentaire sous cet épisode, si vous partagez votre point de vue ou si au contraire vous y êtes complètement opposé. Aucun souci, on sera simplement d'accord de ne pas être d'accord. J'estime qu'on a le droit de ne pas tous partager le même sentiment, le même point de vue. C'est complètement OK. Dans tous les cas, je me ferai un plaisir de lire votre commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis au revoir tout le monde.